de vous parler d'un peu des tendances SEO, de ce qui se dessine en ce moment dans le domaine du SEO. Donc je me présente, donc je m'appelle Olivier Andrieux, société Abondance, mon adresse mail pour le service après-vente. Je suis basé à Heiligenstein, c'est tout droit là-bas. Patrie du Klevner depuis 1742, voilà, un très bon vin d'Alsace. Donc je fais du SEO depuis longtemps. Que dire de plus? Les bouquins, donc là je travaille sur la 6e édition de celui-ci pour les débutants. Et cet été je vais travailler sur la 11e édition du pavé, du plus gros pavé qui sortira l'année prochaine. Il y en a un autre, un 3e qui va s'intituler, je crois, je ne me souviens plus du titre, mais c'est les 500 questions sur le SEO, qui sort le 25 mars, donc très bientôt, dans 10 jours, qui sera les 500 questions qu'on se pose sur le SEO, et puis j'espère une réponse qui va bien pour chacune des questions. Voilà, donc des guides PDF, des sites web, etc. etc. Ma démarche, faire du SEO propre, on appelle ça white hat, et pérenne surtout, c'est le plus important pour que mes clients soient toujours bien classés dans 5 ans ou 10 ans, donc en dehors de toute technique interdite, donc dite black hat. Et oui, c'est tout à fait possible de faire du travail propre et pérenne en SEO. L'idée de cette présentation ce matin, c'est de voir à quelle sauce on va manger du SEO, ou on va se faire dévorer par Google dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui bouge en ce moment en fait, Est-ce que c'est intéressant d'y aller, de se renseigner? Est-ce que non? Est-ce que c'est pas intéressant? Voilà, un petit peu faire un point sur les sujets d'actualité dont on entend parler dans le domaine. Donc j'ai essayé de prendre en compte 10 points qui sont vraiment chauds d'actualité dans tout ce qui est SEO. Alors le premier, c'est le vocal, la recherche vocale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait 1 an qu'on n'entend plus parler de recherche vocale. Je pense qu'il faut faire attention à bien distinguer tout ce qui est interface vocale et recherche vocale surtout. L'interface vocale, c'est par exemple, je vais envoyer un SMS à quelqu'un, je vais dicter le SMS et ça va me faire du speech to text, c'est-à-dire ça va m'écrire ce que j'ai vocalisé. Je rentre chez moi, j'ai ma petite Alexa, mon petit Google Home, etc. Je vais mettre de la musique, je lui dis, Alexa, mets le dernier Francis Cabrel. Voilà, je vocalise, ça c'est de l'interface vocale, donc ça marche bien, ça marche plutôt bien, plutôt sympa. Ou je vais dire, mets 3 degrés de plus dans le salon, enfin, voilà, et le chauffage va automatiquement augmenter. Donc ça, ok, très bien, interface vocale, je suis très fan, je trouve qu'il y a plein de choses à faire en interface vocale, c'est super intéressant. Voilà. Pour la domotique, pour la vie quotidienne, dans une voiture, tout simplement. Où est-ce qu'il y a la prochaine station-service, par exemple? On va vocaliser ce type de demande. Ou dans des milieux difficiles, enfin, on peut imaginer plein de choses, en fait, qui sont très intéressantes pour l'interface vocale. Donc oui, c'est un vrai plus. Je suis vraiment fan du truc. Mais l'interface vocale, ce n'est pas la recherche vocale. La recherche vocale, c'est je vais poser une question à un assistant vocal, l'assistant Google, Alexa, Siri, etc. Et il va me vocaliser une recherche web. C'est ça, la recherche vocale. Là, j'avoue que ça fait quand même 6 ans que je travaille sur le sujet. J'en suis quand même bien revenu. En termes de recherche vocale, sincèrement, aujourd'hui, je ne vois pas vraiment l'intérêt du truc, clairement. Le marché n'est pas mûr. Ça n'a pas vraiment évolué d'ailleurs depuis 1 an et demi. Il y a trop d'acteurs, Vous avez Siri, vous avez Alexa, Amazon, vous avez Google, vous avez Samsung avec Bixby, enfin, etc. Il y a des tas de... Bon, il commence à y en avoir quelques-uns qui dégagent un peu quand même, mais il y a trop d'acteurs et surtout que chaque acteur a sa technologie et aucune technologie n'est compatible avec les autres. Donc c'est un vrai problème. Alexa d'Amazon, ça n'a rien à voir avec l'assistant Google ou avec Siri, etc. Alors, parfois, il y a un petit peu d'interpénétration, mais assez peu finalement. Donc c'est assez compliqué.
Il y a finalement peu d'utilisation. Enfin, moi, je demande souvent aux gens autour de moi, mais tu fais des recherches, des recherches hein, web en vocal. Alors, on a tous essayé au début, hein, et puis on a tous vu au bout d'un moment qu'on retourne sur le clavier, on retourne sur le smartphone. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple finalement. Il n'y a qu'une seule réponse, hein, une question, une réponse. Ce n'est pas la page de résultats avec une question et 10 réponses. Et là, il y a de la pluralité. On peut essayer sur des questions qui demandent un peu de nuance, on peut avoir un certain nombre de réponses et se faire sa propre idée. Non, là, le vocal, c'est je pose une question, j'ai une seule réponse. Et c'est la réponse selon Google ou selon Amazon. Bon, pas toujours, faut se poser des questions, quoi. Il n'y a souvent pas d'image, c'est que du vocal. Alors, les nouvelles enceintes connectées commencent à avoir des écrans, maintenant ça change un peu, sur les smartphones il y a possibilité éventuellement d'avoir une image, il faut aller la voir, enfin bon. Et puis en SEO, si on regarde l'aspect purement SEO, faire du trafic avec les recherches vocales, c'est zéro. Aujourd'hui, on ne sait pas faire du trafic, on ne sait pas générer du trafic sur des recherches vocales. Donc c'est un petit peu, nous qui faisons du SEO, c'est un peu pas évident, quoi. Et puis la pertinence, hein, franchement, je ne trouve pas que la pertinence soit excellente sur les réponses, sauf sur des trucs évidemment, sur des questions évidentes, hein, type quelle heure est-il, quoi. Heureusement que c'est pertinent. Voilà, mais d'une façon générale, voilà, ça fait ouais, 5-6 ans que je travaille sur le sujet, j'avoue que je ne suis pas fan du truc, quoi. Et d'ailleurs, ouais, ça ne prend pas, quoi, clairement ça ne prend pas le truc. Et puis une recherche vocale, finalement, est-ce qu'elle est plus simple? Est-ce qu'elle nous amène un plus dans notre quotidien par rapport à une recherche classique? La plupart des gens qui font une recherche vocale, en fait, ils reviennent à la recherche classique, ce qui veut dire que ça ne leur a pas amené grand-chose, finalement, au quotidien. Donc ça n'amène pas un plus. On va voir tout à l'heure, juste après, des choses qui amènent un plus, souvent. Est-ce qu'elle essaie de remplacer la recherche classique, mais finalement, elle n'y parvient pas vraiment, quoi. Elle n'apporte pas un plus par rapport à la recherche classique. Donc il y a des avantages toujours, il y a des inconvénients, hein, c'est normal, hein, mais pour moi les inconvénients sont plus forts que les avantages aujourd'hui. Et puis l'usage, hein, on utilise ou on n'utilise pas. Et je vois autour de moi, je le vois, les gens n'utilisent pas la recherche vocale. Par contre, ils utilisent souvent l'interface vocale. Bon, on verra, hein, tout ça évolue, hein, il suffit parfois de petits quelque chose pour que ça évolue, mais pour le moment, je ne sens pas le truc, quoi. Bon, on verra hein, comment tout ça évolue. Par contre, j'aime bien la recherche visuelle. La recherche visuelle, c'est un truc que j'aime bien, c'est le fait d'utiliser une image à la place de mots-clés, en fait. Typiquement, le truc classique, hein, c'est, si ça veut bien, voilà, le QR code. J'ai entendu les actualités cette semaine qui disaient qu'avec le QR code, on pourrait de nouveau aller dans des restaurants parce qu'on a un profil, etc. On l'a vu pendant la crise, quand les restaurants étaient ouverts, hein, il suffisait pour avoir le menu au restaurant, hop, QR code, et on avait le menu qui apparaissait sur le téléphone. Enfin, on peut faire plein de choses. C'est exactement de la recherche visuelle. On utilise un téléphone ou un autre système pour rechercher une information via une image, finalement. Et c'est super intéressant. Ce qui est intéressant dans la recherche visuelle, c'est que ça n'essaie pas de remplacer la recherche classique, c'est juste quelque chose ça la complète, en fait, ça complète cette recherche classique. Si vous avez l'occasion, si vous n'avez jamais essayé Bing Visual Search, c'est vraiment très intéressant. Vous allez sur Bing, hein, bing.com. Bing est assez avancé sur la recherche visuelle. Vous allez sur Bing, vous tapez une requête, vous regardez les images, puis il y a un choix Visual Search, c'est assez facile. Et vous pouvez faire des recherches spécifiquement sur des parties d'images, en fait. Donc si vous avez, je sais pas, un bureau, enfin une pièce comme ça, vous allez pouvoir faire une recherche spécifiquement sur l'applique, par exemple, ou sur la chaise. Et la recherche d'image se fera uniquement sur l'applique ou sur la chaise. C'est très intuitif, en plus c'est très bien fait, c'est super intéressant. Vous avez Google Lens aussi, hein. En fait, je prends mon téléphone, hein, je prends quelque chose en photo, et ça va me dire, ben voilà, ça c'est un anthurium. Je ne me souvenais plus du nom de la fleur, je prends la fleur en image, en photo,
et ça va me donner des informations sur où je prends je sais pas, la cathédrale de Strasbourg, et ça va me donner l'historique de la cathédrale de Strasbourg. Alors, très facile d'utilisation et très intéressant. C'est très intuitif en fait la recherche visuelle. Et Google Images, bien sûr, hein, la recherche par Google Images qui se fait pour chercher des images similaires à une image donnée. Il y a plein de choses qui se font en recherche visuelle. On ne sait pas trop encore comment optimiser, hein, comment être bien classé en recherche visuelle. Ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Mais de façon un peu intuitive, on sent que c'est des choses qui sont vraiment très intéressantes, qui vont, à mon avis, se développer dans les mois qui viennent et dans les années qui viennent. Donc comment aborder le SEO, ça par contre, on est dessus, hein, on est sur le coup. La web perf, donc tout ce qu'on appelle web performance, temps de chargement des pages, etc. C'est très à la mode, hein, parce que bon, en plus il y a des choses qui vont se passer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent. Où est-ce qu'on en est en 2021? 2021, c'est capital pour l'internaute, hein, bien sûr. Hein, on est tous des internautes, on est tous impatients. Si ça rame, hop, on va ailleurs. Ça va, c'est vite vu. Donc c'est absolument capital d'avoir un site, en termes d'expérience utilisateur, c'est capital d'avoir un site qui va vite, qui s'affiche vite. Pour le crawl, oui bien sûr, c'est important, le crawl, donc l'exploration par les robots de Google du site, c'est assez logique, hein, les robots ils viennent chercher des pages. Si le site renvoie des pages rapidement, le crawl est meilleur, l'exploration est meilleure, c'est logique. À mon avis, j'ai mis un petit point d'interrogation parce que je n'ai jamais vu d'études qui le prouvent. Mais ça semble logique. C'est normal que les robots explorent mieux un site qui renvoie plus rapidement des pages. Ce qu'on appelle le budget crawl. Le budget crawl, c'est finalement les ressources qui sont allouées par Google à l'exploration d'un site. Plus ça va vite et plus il y a de pages qui sont crawlées. Bon, ok, ça me va. Il faut rappeler que au mois de mars 2021, ça n'a aucune influence sur le classement. C'est quand même pas négligeable de le dire parce qu'on lit tout et n'importe quoi à ce sujet. Il n'y a pas d'influence, ou l'influence est extrêmement faible. Il n'y a pas de causalité entre un site qui améliore ses temps de classement, ses temps d'affichage et le classement sur Google. Si vous améliorez vos temps d'affichage, vous contentez l'internaute, vous contentez le robot, vous ne gagnerez pas une place. Ou peut-être que vous passerez de la 21e à la 20e place, hein, mais enfin bon, ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça. Donc c'est vraiment un point important de prendre en compte ce fait. Hein. Lorsqu'on améliore la web perf, on risque d'être déçu si on s'attend à être mieux classé derrière. Dans ce domaine-là, Google a annoncé depuis pas mal de temps maintenant que d'ici quelques semaines, donc au mois de mai, il y aura un projet qui s'appelle Page Experience et Core Web Vitals, pourquoi j'ai mis Signals? Core Web Vitals, pardon, signaux web essentiels, avec trois KPI, trois indicateurs clés. Alors, je vous passe les détails techniques, hein, mais grosso modo, c'est trois indicateurs clés sur lesquels Google va dire c'est bon, c'est moyen ou c'est pas bon. En gros, il faudra avoir les trois pour que selon Google, a priori, on ait un meilleur classement. On verra en mai 2021. Je suis absolument persuadé qu'il ne va rien se passer. Non, communication Google, bon ok, qu'est-ce qui se passe derrière? C'est que plus un site répond vite, plus meilleur est le crawl, mais surtout moins ça coûte d'argent à Google. Parce que crawler un site, ça coûte des ressources à Google, ça coûte de l'argent. Derrière, c'est des pépettes, hein. C'est les sous-sous qui sont derrière. Ça ne peut être qu'un critère secondaire. Ce n'est pas parce qu'un site va vite qu'il répond à la question de l'internaute. C'est juste du bon sens. Alors peut-être qu'en cas d'ex-aequo, à un moment donné, c'est celui qui ira le plus vite. C'est un peu comme l'HTTPS, hein, finalement. L'HTTPS, il n'y a aucune influence sur le classement. Mais voilà, sur un malentendu, un jour, boum, on gagne une place. On ne sait pas comment, c'est peut-être l'HTTPS, mais pas plus que ça. Là, c'est un petit peu la même chose. Donc, je ne veux pas que les gens soient déçus en travaillant leur web perf et que derrière, ils ne gagnent pas de place, ils ne comprennent pas pourquoi. Non, par contre l'internaute, il sera super content, lui.
et le robot aussi. Donc ces indicateurs, ils sont intéressants, il y a plein d'outils, hein. Il y a la Search Console de Google, il y a PageSpeed Insight de Google, il y a GTmetrix, qui est un très bon outil aussi, il y a Lighthouse, il y a Chrome, il y a plein d'outils qui permettent de calculer ces indicateurs. Chacun correspond à quelque chose de spécifique, c'est un peu technique. Alors, ben, voilà, c'est bien, faites ça, ayez toujours en tête l'internaute et les robots. Mais ne vous entendez pas à gagner des places, même au mois de mai. Hein. Enfin, on verra bien, hein, on mesurera. De toute façon, il faut toujours mesurer. Hein. On verra bien comment ça se passe. Est-ce qu'ils peuvent devenir un critère de pertinence important? Non. Non, parce que le temps d'affichage des pages, ce n'est pas une mesure de la pertinence du contenu. Donc si le contenu n'est pas pertinent, vous pouvez avoir un site qui va à 2000 à l'heure. Si ce n'est pas pertinent, ce n'est pas pertinent. Hein. Ça, c'est pas possible. Donc voilà, il faut faire attention. Et il faut toujours tester, toujours mesurer. Attention à la communication Google. Hein. Google dit des choses intéressantes des fois, heureusement. Hein, il dit des choses vraies même des fois. Mais pas que. Hein, parfois, il a une communication qui est plutôt de son intérêt. Donc il faut faire attention, il faut tester, il faut mesurer. En SEO, il faut toujours tester, toujours mesurer. Et puis après, on voit, hein, ça marche ou ça ne marche pas. Mais typiquement, la WebPerf, aujourd'hui, en termes de classement, c'est pas bon. Les balises de données structurées, donc schéma.org, grosso modo, les balises de données structurées, ce sont des balises qui permettent de mettre des étiquettes sur les contenus. Par exemple, si vous avez, je sais pas, les balises de données structurées sur les personnes, par exemple, il va y avoir des balises qui vont dire ça c'est le nom, ça c'est le prénom, ça c'est son métier, ça c'est l'entreprise où il travaille, ça c'est son adresse postale. Sur un produit, ça va être, ça c'est le nom du produit, ça c'est la marque, ça c'est le descriptif, ça c'est le prix, ça c'est est-ce que c'est un stock, pas un stock. Voilà. Enfin, on met des étiquettes sur un certain nombre de champs qui sont proposés dans la page. Il y a plusieurs formats, mais le format aujourd'hui qui est vraiment mis en avant, même par Google, c'est ce qu'on appelle le JSON LD. Bon, je ne rentre pas dans les détails techniques, hein, mais il faut faire du JSON LD aujourd'hui. Et donc j'ai mis 2 URL, vous aurez le support aussi, hein, mais j'ai mis 2 URL. Donc schéma.org, c'est le site qui va définir, enfin, qui va fournir toutes les balises de données structurées, et une URL par Google aussi pour les développeurs qui est intéressant. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle Rich Page, Rich Result, c'est finalement un petit peu la même chose, c'est la mise en... C'est le fait de mettre des balises de données structurées dans un certain nombre de pages qui ont un certain type d'informations, des FAQ, des avis, des étoiles, des événements, des tutos, des carousels, des offres d'emploi, des podcasts, des vidéos. Speakable, c'est pour la recherche vocale. Ce n'est pas encore disponible en France, mais ça va arriver. Des recettes de cuisine, enfin, tout ce qui est local, évidemment. Tout ça, ce sont des types de données, il y en a d'autres, hein, qui vont être très intéressants, pour lesquels ça va être très intéressant de rajouter les balises de données structurées dans les pages. Par défaut, une page web n'a pas de balise de données structurées, donc de type schéma.org. Donc il faut les rajouter, il faut mettre en place une action pour les rajouter sur son site. Bon, c'est un petit peu technique, parfois ça se fait assez simplement, parfois ça demande quelques petits développements si ça peut arriver, en fonction du type de balise à ajouter. Donc toute balise de données structurée qui permet de faire en sorte que le moteur a une meilleure analyse de vos contenus, ben c'est bon, hein, puisque le moteur, si le moteur a une meilleure analyse de vos contenus grâce à ces balises, il comprend mieux ce que vous proposez, s'il comprend mieux, il classe mieux derrière. Si bien sûr le contenu est de qualité. L'intelligence artificielle, alors, un mot, hein, une expression, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière, hein, l'intelligence artificielle. Enfin, déjà le terme en lui-même me fait un peu peur, mais bon, évidemment il y a beaucoup d'algorithmes, hein, de nouveaux algorithmes chez Google, surtout depuis 2-3 ans. Dernièrement, qu'est-ce qui a été lancé? Il y a un algorithme de compréhension des requêtes mal orthographiées, donc correction orthographique. Bon, ça, je crois que c'était en novembre 2020. Bon, ça, c'est un peu de la plomberie interne à Google, tout ça, hein, mais ça a priori amélioré les résultats de 10% des requêtes. Passage ingesting, passage indexing, passage crawling, enfin il y a eu plusieurs noms. Hein, la plupart du temps, on appelle passage maintenant cet algorithme. C'est un petit peu ce qui permet à Google de trouver une aiguille dans une botte de foin. Imaginons que vous avez une page web qui parle des vins d'Alsace. Voilà, des vins d'Alsace, c'est long. Et puis là-dedans,
Alors 90% parlent des vins d'Alsace, et il y a 10% du contenu qui parle du Klevner de Heiligenstein, hein, qui est le meilleur des vins d'Alsace, comme tout le monde le sait. Il y a 10%, un paragraphe. Et en fait, l'idée de cet algorithme, c'est que si quelqu'un pose une question à Google sur le Klevner, Google va être capable d'identifier le petit paragraphe qui parle de Klevner à l'intérieur d'une page qui n'était pas obligatoirement axée sur ce sujet-là. Ce qui n'arrivait pas à faire avant, en fait. Avant, la grande page, elle parlait des vins d'Alsace et basta. Donc, on ne peut pas vraiment optimiser son site pour passage, c'est juste qu'on va avoir des résultats qui vont changer. Ça vient juste d'être lancé aux États-Unis, ce n'est pas encore disponible en France. On verra ce que ça va donner, mais je ne pense pas qu'il y aura un gros impact. A priori, ça devrait plus ou moins fortement modifier 7% des requêtes sur le moteur. Les chiffres qui ont été indiqués par Google en tout cas. Bon, il n'y a pas vraiment d'optimisation là, c'est juste pour dire que si vous avez des pages qui ont beaucoup de contenu et qui sont finalement multithématiques, elles risquent d'être un petit peu mieux classées, alors que c'était quasiment impossible à référencer jusqu'à maintenant. Le problème de l'intelligence artificielle et de ces nouveaux algorithmes, hein, alors il y a eu, Zora a parlé de Hummingbird, de RankBrain, ensuite il y a eu BERT, maintenant il y a Smith, voilà, tous ces nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle qui sont devenus assez complexes. En fait, en termes de SEO, le principal impact, ça a été que aujourd'hui on ne sait plus comment fonctionne Google. Et je crois que même chez Google, ils ne savent plus. Il y a plus grand monde, en tout cas, qui sait à peu près. Parce qu'il y a des systèmes d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle le machine learning, qui font que pour telle requête, pour tel contexte, pour tout un tas de critères, l'algorithme ne fonctionne pas de la même façon. C'est pas le même algorithme pour toutes les requêtes et tous les utilisateurs. Aujourd'hui, en fait, il y a un algorithme par internaute et par requête. Et l'algorithme, il apprend de lui-même, en fait, comment s'améliorer et comment améliorer ses résultats. Donc c'est devenu extrêmement difficile de faire ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire je lis les résultats et en analysant les résultats, j'essaie de comprendre comment fonctionne Google. Mais ça, c'est plus possible. C'est plus possible. On le voit très bien sur ce qu'on appelle les core updates. Les core updates sont les gros changements. Il y en a 3 ou 4 par an, à peu près, tous les 3 mois. Il y a un gros changement d'algorithme de Google qui est annoncé par Google. Depuis 2 ans, plus personne n'est capable de dire ce qu'il y a dans ces gros changements d'algorithme. Avant, on disait, ah ben tiens, oui, là, c'est plutôt le contenu, plutôt les liens, voire plutôt la balise title. C'était il y a 10 ans, ça. Parce que c'était très ciblé. Aujourd'hui, c'est complètement impossible de dire ce qu'il y a dans ces core updates. Et en fait, c'est vraiment du cas par cas. Alors, on arrive sur un site précis. Si un site a perdu du trafic au moment du core update, on arrive à comprendre pourquoi. Par contre, les raisons sont complètement différentes d'un autre site. Si un autre site a perdu du trafic, on va analyser aussi. Ah ben tiens, c'est pas les mêmes raisons. Bizarre ça. Bon, parce que l'algorithme, il a réagi différemment par rapport à tel site, par rapport à telle requête, telle thématique, etc. etc. C'est assez... c'est un peu usant. Bon, c'est vachement intéressant, hein, c'est super intéressant, hein, c'est pas routinier. Hein. Mais ceci dit, la qualité paye. Hein. En général, un site de qualité qui fait vraiment les... C'est pour ça que j'aime bien mon travail, j'aime bien ma vision, c'est normal, c'est la mienne, de faire du travail pérenne. C'est que les sites qui sont faits en white hat, souvent sont complètement étanches au core update, aux modifications de... Souvent, il peut y avoir des dégâts collatéraux. Mais moins on essaie de manipuler, et mieux ça se passe en règle générale. 6e point, le crawl. Donc le crawl, c'est l'exploration du site par les robots. Pour moi, c'est hyper important. Vraiment, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup avec les sites de mes clients. D'avoir un site qui est bien exploré. Il y a 10 ans, on ne regardait pas du tout ça. On disait, ben voilà, j'ai 300 pages sur mon site, Google, tu les prends, tu fais avec, quoi. Tu fais ton boulot de moteur. Bon, aujourd'hui, non, c'est à nous de faire le boulot du moteur, de dire, voilà, sur mon site, j'ai 300 pages, j'en ai 150 qui sont intéressantes, qui sont importantes, celles-là, je vais les donner à Google. J'en ai 150 qui n'ont pas d'intérêt pour l'internaute, je ne les montre pas à Google. Donc elles ne seront pas crawlées, pas indexées, enfin voilà, on peut prendre plein de choses. Quelles sont les pages qui sont crawlables ou pas quelles sont les pages qui sont réellement crawlées par les robots. Ensuite, quelles sont les pages qui sont indexables, c'est-à-dire une page peut être crawlable mais pas indexable derrière, elle va être crawlée par le robot mais refusée par le moteur. Et quelles sont celles qui sont vraiment indexées.
Donc ça, il y a plein d'outils aujourd'hui, hein, comme la Search Console, j'en ai parlé, la Search Console la nouvelle Search Console de Google est un outil extraordinaire pour ça, enfin j'adore ça, vraiment. Et puis il y a les outils de crawl comme Screaming Frog, qui est un super outil aussi, comme Botify, comme OnCrawl, SEOlizer, voilà, il y a des outils, alors ils sont, Screaming Frog par exemple est gratuit jusqu'à 500 URL, donc on peut déjà faire pas mal de choses sur pas mal de sites, et c'est payant à partir de 500 URL. Mais même payant, c'est 180 € par an, franchement l'investissement il est très léger, et ce sont des outils qui sont vraiment géniaux. Oui. Juste mon cerveau qui crawl plus bien. C'est quoi entre crawlable et indexable? Alors, page crawlable, c'est une page qui est visitée par le robot. Okay. Si elle n'est pas crawlable, elle n'est pas visitée. On a dit que le robot ne va pas la visiter. Page indexable, c'est qu'elle a été visitée par le robot, puis acceptée par Google. Okay. Parce qu'elle peut être crawlable, mais pas indexée derrière. Pour tout un tas de raisons, et ces raisons, on les aura dans la Search Console. Google va dire, tiens, celle-là, je les ai crawlées, mais elle ne m'intéresse pas parce que. Est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, voilà, il faut tout analyser derrière. Donc on a plein d'outils aujourd'hui qui permettent de regarder ça, et un site qui est bien crawlé, qui est bien indexé, qui est propre à ce niveau-là, ça change tout en SEO. Enfin, en tout cas, c'est ma vision. C'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est ce que je vis, et c'est ce que je constate au quotidien. Ça peut être un gros travail, parfois un petit peu technique. L'index mobile first, en gros, hein, donc ça c'est fini en mars 2021. Ah, bah c'est bon, hein, on n'en a plus que pour quelques jours. En fait, simplement, hein, c'est que les robots, un site web, aujourd'hui, donc hein, dans quelques jours, le site web n'est crawlé par Google, n'est exploré par Google que dans sa version mobile. Voilà, hein, tout simplement. Donc Google ne lit plus la version desktop. Bon, la version pour ordinateur de bureau. Sauf s'il n'y a pas de version mobile. Il paraît que ça existe encore, hein, des sites sans version mobile. Donc s'il n'y a pas de version mobile, il va aller chercher bien sûr la version desktop. Mais s'il y a une version mobile, c'est la version mobile, il va lire, en fait, il va lire le site comme un navigateur mobile, hein, comme un Chrome sur mobile, exactement comme un internaute qui le lirait sur un smartphone. Bon, donc quand on teste le site, quand on crawl le site, quand on travaille sur le site, quand on regarde l'optimisation, c'est la version mobile du site qu'il faut regarder aujourd'hui. La version desktop, elle est ignorée ou quasi ignorée par Google aujourd'hui. Il faut aussi avoir une version desktop. Hein. Les web stories. Web stories, alors je crois que j'ai une petite... aussi pareil. Bon. Les web stories, c'est ça. Alors c'est disponible qu'aux États-Unis. Et dans certains domaines, à ma connaissance en tout cas, c'est pas quelque chose que je suis à la culotte, mais bon, c'est une nouvelle façon d'afficher du contenu qui est repris dans les pages de résultats de Google, quelque chose un petit peu comme sur TikTok ou sur tout ce qui est stories en fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre bon, on verra. Il faut regarder. Hein. Pour le moment, ce n'est pas en France encore, enfin à ma connaissance. Mais pourquoi pas, ça peut prendre. Je le sens moyen quand même. Mais je n'ai pas l'impression que ça vibre beaucoup. Quoi. Mais bon, peut-être que voilà. C'est un sujet pour 2021 en tout cas. Why not? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Google a prévu de les afficher dans ses résultats de recherche. Donc si vous avez du contenu au format stories, il y avait l'image, il y avait la vidéo, puis il y a les stories, c'est un petit peu ça. En tout cas, ce sera indexable et affichage dans les résultats de recherche. Bon, je ne parle même pas de SEO sur les web stories. Hein, est-ce que déjà ça va accrocher et est-ce que Google va en afficher? Discover, j'ai une petite vidéo aussi. Ah, zut. Pas pris. Pas pris, ouais. Discover, c'est le fait que Google va afficher du contenu sur mobile hein, directement sur la page d'accueil du moteur. Donc vous allez sur Google, sur votre mobile, sur votre smartphone, Google, et plutôt que d'avoir juste le formulaire de recherche et puis bon, le formulaire historique hein, de recherche de Google, Google va, en fonction de votre historique de recherche, en fonction de votre profil, va vous envoyer du contenu. Ici, sur des vidéos, des articles, etc. Vous n'avez pas encore touché au clavier, hein, vous n'avez pas encore fait une seule recherche, mais Google va envoyer en push du contenu. Alors c'est assez intéressant, j'ai pas mal de retours de clients qui me disent qu'à tel moment, ils ont un de leurs articles qui est sorti sur Discover,
Et en termes de trafic, c'est d'un coup. Hein. C'est comme être en page d'accueil de Google News quand on a un site de presse. Hein. Dès qu'on est en page d'accueil de Google News, les compteurs s'affolent parce qu'il y a beaucoup de trafic. Donc ça a l'air de fonctionner en termes de gain de trafic. Après, comment faire en sorte, comment optimiser un SEO pour être sur Discover, je crois qu'aujourd'hui, personne n'a encore vraiment la recette magique, mais on travaille tous dessus, bien sûr. Donc, clairement, moi, c'est un de mes sujets de prédilection en 2021 pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Ça a l'air difficile hein, pour essayer de comprendre le fonctionnement du bousin, là, mais bon, on va essayer de trouver. Hein. En tout cas, c'est un vrai sujet de recherche pour cette année, pour essayer de comprendre tout ça. Donc restez connectés sur Abondance, vous aurez plus d'infos. Pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire encore. Je suis en pleine phase de test, en fait. Les podcasts, hein, c'est très utilisé, les podcasts. Hein. Alors j'ai toujours un peu de mal avec les podcasts, parce que c'est pas ma génération, je ne suis pas génération podcast, moi. Ouais. Écouter des trucs dans les écouteurs, déjà je ne prends pas le métro, c'est déjà plus difficile, parce que j'ai plein de copains à Paris ou ailleurs qui écoutent beaucoup les podcasts dans les transports en commun. Bon, mon bureau, il est à côté de la cuisine, alors j'ai pas de transport en commun. Donc voilà, je ne suis pas habitué au podcast, en fait, mais c'est très utilisé, clairement, c'est très utilisé. Google a un moteur de recherche de podcasts, les podcasts sont affichés dans les pages de résultats. Alors on commence à mettre en place des stratégies pour optimiser les podcasts. Hein. Il y a des moteurs de recherche, différents moteurs, etc. Bon, il y avait un article sur Abondance aussi à ce sujet. On commence à voir sortir des choses. Ça aussi, c'est un vrai sujet, je pense, de la R&D. Hein. Enfin, mais la R&D dans les SEO, ça va vite. Hein. Donc c'est tout un sujet super intéressant. Il faut s'y mettre au podcast, je pense. Peut-être que j'y arriverai, moi, un jour. Mais pour le moment, je n'y arrive pas. Mais finalement, j'ai essayé de me dire, ok, les trucs qui sont tendances, okay, on voit plein de trucs qui arrivent, hein, on parle toujours de plein de choses en SEO, hein, mais finalement, qu'est-ce qui marche vraiment? J'ai essayé de me poser la question, qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'une page elle est bien classée sur Google? Alors j'ai essayé de sortir le top 12, hein, on dit, entendu, hein, c'est vrai, enfin, c'est la communication Google, mais il y a 200 critères de pertinence dans l'algorithme, moi je veux bien le croire. Hein. Je n'ai jamais essayé d'en lister 200, mais pourquoi pas. Mais qu'est-ce qui marche vraiment? Quel est le truc qui fonctionne? Alors, il y a bien le triptyque toujours, hein, la technique, le rédactionnel et les liens, hein, ça c'est le triptyque habituel du SEO. La technique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la balise title, évidemment, c'est le critère numéro 1 de la technique. Évidemment qu'il faut qu'une page doit avoir une balise title, bien sûr, il y a le rédactionnel derrière dans le title, c'est normal. Les balises H1, H6, hein, je suis très fan des balises H1, H6, hein, avec aucune règle SEO. Vous mettez autant de balises H1 que vous voulez, autant de balises H2 que vous voulez, autant de balises H4 que vous voulez, vous les mettez dans n'importe quel ordre, vous passez du H1 au H5, vous faites ce que vous voulez, ça marchera en SEO. La H1, vous la mettez en bas, ça marche. Google s'en fiche complètement. Bon, après, ce n'est pas propre en termes de codage, hein, ça c'est un autre problème. Mais il n'y a pas de règle en termes de H1, H6. Après, il y a des méthodologies qui se basent. Moi, j'ai ma méthodologie de gestion des balises H1, H6. Mais il y en a d'autres. Hein, voilà. Mais il n'y a pas de règle vraiment SEO, si ce n'est que le H1 est plus important que le H2, qui est plus important que le H3, etc. La métadescription, on en a largement parlé. Les balises canonical, on en a parlé tout à l'heure. Hein. Chaque page sur un site doit avoir une balise canonical pour dire si elle est canonique ou si elle est dupliquée. Et la gestion du budget crawl. Hein. Alors tout ça, c'est pas que des critères de pertinence, c'est juste les gestes qui sauvent en SEO. Qu'est-ce qu'un site doit avoir absolument en termes de SEO? Donc la notion de budget crawl, c'est-à-dire dire ces pages-là, elles sont importantes, donc Google va les crawler, va les prendre en compte. Celles-là, elles ne sont pas importantes, donc je ne les montre pas à Google. Donc voilà pour la technique. Le rédactionnel, le volume de texte, on en a largement parlé. Moi, actuellement, j'essaie de me situer entre 600 et 800 mots. Mais bon, on se rend bien compte que ça marche aussi au kilo. Hein. Je veux dire, plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Je ne sais pas qui lit 1000 mots, hein. Pas grand monde à mon avis. Déjà, je me bats pour que les gens lisent le texte et le titre et le chapeau sur mes articles. Alors, 1000 mots ou 1500 mots, quand j'entends dire il faut 2000 mots, mais personne ne lit 2000 mots, enfin c'est pas possible. Donc on commence à rédiger pour Google, dans ce cas-là c'est un peu embêtant. Mais enfin voilà, il faut arriver, je trouve qu'entre 600 et 800 mots c'est pas mal.
bien choisir sa requête. Hein. J'entendais parler de courte traîne. Votre site vient de sortir, il vient juste d'être lancé. Vous n'allez pas essayer de viser des requêtes super concurrentielles. Vous n'y arriverez pas. Il faut plutôt travailler sur la longue traîne. Donc des requêtes qui ne sont pas beaucoup tapées, pas beaucoup demandées, entre 100 et 1000 par exemple, hein, par mois. Hein, le planificateur de Google vous donnera l'info. Et puis petit à petit, ben, vous gagnez en popularité, vous gagnez en crédibilité, en trust de la part de Google, et puis vous passez de la courte à la moyenne traîne et de la moyenne à la longue traîne. C'est sur le temps que ça se fait. Mais il faut bien choisir sa requête, avec un champ lexical riche, hein, beaucoup de synonymes, beaucoup de mots qui sont en relation les uns avec les autres. Le champ lexical permet d'expliquer à Google quelle est la requête. En fait, c'est ça. Une page, une requête, hein, ça a été dit, et une requête, une page. Et ensuite, le champ lexical explique la requête. Synonymes, mots en relation, etc., etc. Mots connexes. Et bien sûr, la qualité du contenu. Hein. Le SEO, c'est d'être le meilleur sur le web pour répondre à l'intention de recherche de l'internaute. Donc il faut être meilleur que les autres, et ça passe par la qualité du contenu, il n'y a rien à faire. La bouillie, ça ne marche plus aujourd'hui. Et puis les liens, des liens depuis des sites qui sont dans la même thématique que la vôtre, si possible, depuis des pages populaires, hein, par exemple avoir des liens depuis la page d'accueil d'un site. La page d'accueil d'un site, elle est plus populaire que la page partenaire, par exemple. Donc il vaut mieux avoir un lien depuis la page d'accueil que depuis la page partenaire qui, elle, ne reçoit pas beaucoup de liens, donc elle ne peut rien vous donner comme popularité, parce qu'elle-même n'est pas populaire. Elle vous donnera moins de jus. Et puis avec des encres bio, hein, des encres, c'est le texte cliquable, hein, le texte d'encre. Alors pas de cliquer ici, lire la suite pour en savoir plus, parce que ça ne décrit pas ce qu'il y a dans la page distante, mais pas non plus de billets avion Marrakech pas cher. Ça aussi, c'est l'autre inverse. Si l'encre ressemble à une requête, vous êtes flingué aujourd'hui par Google. Il faut que l'encre explique ce qu'il y a dans la page distante, mais en bon français, et sans que ça ressemble de façon évidente à une requête. Ben, vous avez ça, là, honnêtement, vous avez 80-85% du SEO sur un site, hein, déjà là. Et là, il n'y a pas 5% des sites qui ont ça, hein, sur le web. Clairement aujourd'hui, hein. Donc il y a encore du boulot. Hein. Donc vous voyez, avec finalement quelques gestes qui sauvent, 12 gestes qui sauvent, on arrive à avoir quand même un résultat qui est plutôt bon. Je me suis dit, allez, je vais quand même essayer d'en trouver 12 autres, hein, comme ça, parce que quand on a fini la première slide, il faut bien passer à une slide suivante. Une fois qu'on a tout fait, on ne va pas... Hein, donc ouais, il faut encore faire des petites choses, mais plutôt sur des sujets qui deviennent parfois un petit peu plus spécifiques, comme les balisages réflants pour les sites, pour différents pays, pour le SEO international. Bon, dès qu'on est sur le SEO international, c'est la balisage réflang est obligatoire, qui va donner la langue et le pays cible de la page. Les balises de pagination, hein, sur les contenus paginés, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont tout à fait encore importantes à ce niveau. Hein. Google s'était un peu mélangé les pinceaux dans sa com sur les balises de pagination il y a 2 ans, je crois. Elles sont importantes aujourd'hui encore. Bien sûr, la compatibilité mobile, hein, ça c'est normal. Bon, l'HTTPS, c'est un standard. Hein, la compatibilité mobile, enfin, on ne peut pas imaginer un site, enfin, c'est difficile d'imaginer en 2021, sauf cas hyper particulier, un site qui n'est pas compatible mobile. C'est le standard. HTTPS, c'est un standard, bon, ok, ça n'aura aucun impact SEO, quasiment pas, mais enfin, il faut l'avoir. La WebPerf, j'en ai parlé, les mots, des URL propres. Hein. En lisant l'URL, on comprend ce qu'il y a dans la page. Bon, voilà, ça n'a pas un poids fort, mais enfin, c'est bien d'avoir des URL propres. Un sitemap XML, donc un fichier pour les moteurs de recherche qui va lister toutes les URL, ou en tout cas toutes les URL importantes du site. S'il y a des redirections, alors sitemap XML, au fil des ans, finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même bien d'en avoir un. Enfin, tous les CMS, toutes les plateformes créent ça automatiquement, donc c'est pas très compliqué à mettre en place, et je pense que n'importe quel site doit aujourd'hui avoir un sitemap XML. Les redirections 301, donc redirection définitive, hein, si on fait des redirections, par exemple lors d'une migration, ou lorsqu'on arrête un contenu ou autre, oui, il faut que ça soit une 301, hein, pas de 302, pas de redirection autre que d'une 301, parce que c'est la seule qui fonctionne en SEO. Et puis donc les balises de données structurées, j'en ai parlé tout à l'heure. Du maillage interne, ça a été largement évoqué dans les présentations précédentes, donc je ne rentre pas plus que ça. En fait, le robot de Google ne doit jamais s'arrêter sur une page. Il doit toujours avoir des liens, et je parle du cœur éditorial, évidemment. Avec le menu, il trouvera toujours des liens, ou le footer. Mais je parle du cœur éditorial de la page.
il doit toujours avoir des liens, il doit toujours circuler en fait dans le site, il doit toujours avoir des liens pour aller sur d'autres pages du site. Typiquement sur une boutique, ça va être, on présente un produit et puis on va faire du cross-selling en disant avec ce produit vous pouvez aussi acheter ce produit, avec les internautes qui ont acheté ce produit ont aussi acheté ce produit. Voilà, c'est la même chose avec les articles, etc., etc. Et le rédactionnel, des mots en gras, un petit peu de mots en gras, voilà, ça peut être sympa. Et les attributs alt des images, les textes alternatifs des images qu'il ne faut pas oublier. Bon, ben là, voilà, 24 critères, là on est à 95% de SEO, on est passé de 85 à 95. Oui. Sur les alt textes, est-ce que ça a du sens de mettre sa marque dans le alt texte ou alors il faut se contenter simplement de l'image? Alors les attributs alt des images, il y a plusieurs façons de les remplir. Soit vous faites de l'accessibilité, soit vous faites du SEO. Si c'est par exemple, là par exemple, cette image ici, si c'est l'accessibilité, on va dire jeune fille qui regarde sur la droite et homme barbu qui crie, hein, je pense que c'est ça. Voilà. Ça c'est l'accessibilité, hein, puisque un aveugle qui veut comprendre ce qu'il y a dans la page doit comprendre ce qu'il y a dans l'image. En SEO, on va mettre Digital Marketing League. On se fiche un peu de ce qu'il y a dans l'image. Hein. Et puis Powered by Text Broker and Friends. Voilà. Mais vous voyez les deux approches. Après, c'est pas pertinent pour le SEO. Ouais, on peut faire les deux. En même temps, après, ça va être les misérables dans l'attribut alt. Non, enfin, après, il n'y a pas de limite officielle. Moi, j'essaie de jamais mettre plus de 8 mots dans un attribut alt, mais c'est vraiment ma règle à moi. Hein, parce qu'après, de toute façon, ça devient... c'est une question de bon sens, quoi. Donc, sur l'image principale d'un article, on va mettre le titre de l'article, par exemple, ce type de choses. Bon. Ça dépend de l'optique, de la vision qu'on a. Moi, je fais du SEO, donc j'essaie plutôt de mettre des mots-clés SEO, mais quand même avec bon sens. Le titre de l'article ou de quoi est-ce que l'intertitre, je reprends un intertitre ou voilà, quelque chose qui... je ne vais pas mettre des mots-clés qui n'ont rien à voir avec le contenu ou ce type de choses. C'est que du bon sens, en fait. Voilà pour les attributs alt. Alors finalement, est-ce que le SEO a vraiment changé? C'est une vraie question. Hein. Moi, ce que je constate, c'est qu'un site web qui était super bien fait il y a 10 ans, il est toujours super bon en SEO. Il marche bien en SEO. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des... il y a un peu de finition toujours à faire, hein, c'est normal, il y a des nouveautés, il y a eu des nouvelles balises, il y a eu, la Canonical, elle n'existait pas il y a 10 ans, je pense, je ne suis pas sûr. Les hreflang non plus, enfin voilà, il y a des choses qui sont apparues, mais d'une façon générale, tout ce qu'on a vu là, c'était déjà là il y a 10 ans. Hein. Clairement, il y a assez peu de nouveautés finalement dans les trucs qui fonctionnent. Alors, quels sont les... J'ai rajouté cette live parce que c'est une discussion que j'avais il n'y a pas longtemps avec un autre référenceur, et j'ai dit, prends les 10 dernières années, donne-moi un critère de pertinence, hein, un critère de l'algorithme de Google, capital, qui est apparu depuis 10 ans. Alors, on a été d'accord tous les deux que la compatibilité mobile a été peut-être quelque chose qui a fait un peu bouger les lignes. Je ne suis pas totalement persuadé, mais enfin bon, ok, il y a un débat là-dessus. Mais à part ça, il n'y a pas eu un critère de pertinence nouveau depuis 10 ans. Vraiment un truc qui change, quoi, hein, pas le truc... non, le vrai critère SEO. Moi, j'en vois pas. Moi, je lance la question à la cantonade. Hein, j'en vois pas, moi, personnellement. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Hein, sur Abondance, je fais l'actu tous les jours, et tous les jours, c'est entre 1 et 3 articles sur l'actualité du SEO. Donc, c'est bien qu'il se passe des choses. Mais c'est toujours des choses à côté, quoi. Enfin, mais c'est toujours plein de finitions. Il y a toujours plein de finitions, il y a toujours plein de choses à faire. Et ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, heureusement. Il y a encore plein de choses à dire, heureusement. C'est ça qui est sympa pour le truc. Mais voilà, le SEO, ça continue, ça y est, douce et lente évolution. Évidemment, on ne fait pas du SEO aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans. Il y a une façon de prendre en compte aussi, notamment le crawl, par exemple, ce type de choses. Voilà, ça évolue, mais il n'y a pas de révolution. Finalement, la dernière révolution, c'était l'arrivée de Google, septembre 98.
C'est juste avant que les Français gagnent la Coupe du Monde. Juste après. Voilà, mais depuis, ça fait un moment. Hein. Mais depuis, ça évolue, c'est bien. On prend, ce qui fait aussi que je fais ce métier depuis 25 ans, c'est qu'il y a toujours plein de choses qui apparaissent et c'est très intéressant. Mais voilà, faut arrêter quoi. Enfin, c'est les fondamentaux, hein, c'est la terre, hein, les mains dans la terre, c'est ça qui est bon, c'est ça qui marche. Hein. C'est pour ça que j'habite à Liechtenstein. Hein. On prend un peu de recul sur les choses, sur la communication. Voilà, merci beaucoup.